Bonjour, je suis Camille Wever, présidente de la maison de joaillerie Wever, première entreprise à mission du secteur du luxe. Chaque mois, avec les Voix de l'Audace, je pars à la rencontre de personnes audacieuses et inspirantes. Je célèbre celles et ceux qui osent, prennent des risques, tracent leur propre chemin et qui, je l'espère, vous donneront à votre tour l'envie de franchir le pas et d'oser. Mais l'audace ne se résume pas au succès. Elle s'accompagne de doutes, d'épreuves, de remises en question et de rebonds. Ici, nous parlerons des coulisses du changement, du courage qu'il faut pour avancer et des leçons que mes interlocuteurs en ont tirées en chemin. Alors, êtes-vous prêts à explorer l'envers du décor ? Bonjour à tous, donc dans ce nouvel épisode des Voix de l'Audace. Donc, je suis ravie de t'accueillir, Pauline. Bonjour. Nous sommes toujours au showroom Wever, en présence d'une dizaine de privilégiés ce soir qui auront l'occasion de poser des questions à la fin de cette conférence. Donc, les Voix de l'Audace, pour moi, c'est vraiment un moment pour mettre à l'honneur des personnes comme toi qui se révèlent particulièrement audacieuses et qui ont osé. Et je suis ravie donc, de t'accueillir, Pauline. Pauline, on se connaît puisque... tu es actionnaire de Wever et on en parlera tout à l'heure. Et moi, ce que j'adore en toi, Pauline, c'est que tu as une multitude de casquettes. Tu diriges directrice générale d'un très grand groupe, puisque ça fait quand même 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc un groupe familial. Tu as été première femme business angel et tu as investi que dans des sociétés qui ont du sens. Tu portes vraiment l'impact avec toi. Tu es une femme particulièrement engagée. Donc, tu arrives à faire avancer un certain nombre de sujets de société qui sont hyper importants. Tu es une jeune maman également. Donc, tu arrives aussi à montrer que finalement, on peut être... jeune. Oui, très jeune, surtout comparé à moi. Et donc, en plus, tu arrives à montrer que tu peux être maman, être une bonne maman, gérer tes enfants, il faut avoir une super organisation et puis également avoir des postes hyper importants. Donc, on va un peu parler de tous ces éléments. Et puis, tu es aussi autrice, puisque tu as écrit un livre passionnant sur la transmission. On en parlera également tout à l'heure. Alors, ma première question, Pauline, c'est porter le nom d'un groupe familial. Est-ce que ça pousse à l'audace ou est-ce que ça pousse à la retenue ? Je dirais que porter un nom, déjà, ça t'oblige à te faire un prénom. Ça t'oblige à oser. Finalement, j'ai presque été forcée d'avoir un peu d'audace pour pouvoir me faire un prénom. Après, c'est la beauté aussi de la transmission d'une entreprise familiale, c'est-à-dire que je pense que c'est important de continuer à garder toutes les valeurs qui ont été portées par le fondateur de l'entreprise, par les collaborateurs, par la culture finalement de l'entreprise, mais ne pas s'interdire, d'oser, d'être audacieux et de porter finalement les innovations aussi de notre époque, les enjeux de notre époque. Donc aujourd'hui, ça peut être par exemple la décarbonation, de porter en fait des sujets qui peuvent tenir à cœur aux nouvelles générations et qui me tenaient à cœur. Est-ce que tu peux nous parler rapidement, faire une présentation justement du groupe Duval ? Bien sûr. Alors, on a fêté nos 30 ans l'année dernière. On fait donc 1 milliard de chiffre d'affaires avec 6 000 collaborateurs et on a 3 grands pôles d'activité. Donc, l'activité d'origine qui finalement est l'immobilier. Mais donc, dans l'immobilier, on est promoteur, on est assistant maîtrise d'ouvrage, on est maintenant constructeur à nouveau de maisons individuelles. On est un grand spécialiste aussi d'ailleurs de la rénovation énergétique, autant des maisons individuelles que des grands projets. On a gagné par exemple le Cercle national des armées, place Saint-Augustin. Et puis on a des foncières, donc des foncières familiales, une foncière qui est cotée en bourse, et puis après des fonds où on a investi aux côtés soit d'entrepreneurs dans l'immobilier, soit de grands institutionnels type assureurs.
où on investit aussi à leur côté et on gère cet immobilier. Voilà le pôle immobilier. Ensuite, le deuxième pôle, donc, c'est ce qu'on appelle chez nous l'exploitation. Donc, on a le tourisme avec les résidences de tourisme, les campings. On est aussi dans les résidences d'affaires de centre-ville, les résidences étudiantes, les résidences seniors. On est aussi dans les golfs. On est numéro 5 mondial de la gestion de golf. Et enfin, on a un troisième pôle d'activité qui est plus récent, parce qu'il a 5-6 ans. On a fait un build-up. On a racheté des compagnies d'assurance et des institutions de microfinance en Afrique. Parce qu'on trouvait qu'il y avait un réel impact. Et il faut savoir que quand on crée un emploi direct en Afrique, ça crée 5 emplois indirects. Ouais. Donc pour nous, il y avait un vrai impact sur le long terme d'investir dans ces métiers. Et alors à côté de ça, effectivement, j'ai été business angel, où j'ai investi en tout dans une quarantaine de sociétés. Aujourd'hui, j'ai 25 investissements actifs, on va dire. Et tu es dans combien de boards ? Une douzaine. Une douzaine de boards, ouais. Juste les startups. Après, évidemment, j'ai d'autres boards. Et comment tu fais pour gérer justement une douzaine de... Mon agenda. Ouais, c'est hallucinant. Ah bah, je suis déjà en train de faire mon agenda 2026. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est impressionnant, quoi. Ouais. Et alors, juste... et après, on va revenir justement sur ta casquette business angel et puis ensuite autrice. Mais donc, en effet, il y a des activités qui sont très diversifiées chez Duval. Il y en a même qui pourraient se dire quel est le lien entre le golf, entre la promotion immobilière, entre la microfinance en Afrique. Moi, j'ai le sentiment que, en tout cas, le lien qu'il y a derrière tout ça, c'est quand même l'impact. Et est-ce que justement, tu peux peut-être nous parler de cet engagement hyper fort que vous avez en Afrique ou également voilà, en Asie, comment est-ce que ces idées justement de business sont arrivées ? Et puis également sur le golf qui aujourd'hui peut être décrié notamment par l'utilisation d'eau, mais parler justement de vous, ce que vous faites avec le golf et le fait que justement de proposer un golf qui soit durable et qui réponde quand même un certain nombre d'enjeux, notamment la biodiversité. Et puis, tu parlais justement de tous les emplois indirects. Voilà. Fait beaucoup de choses. Effectivement, je pense que le fil conducteur déjà de tous nos métiers à l'origine, c'était aussi finalement l'entrepreneuriat. À l'origine, tous les métiers de l'immobilier, c'était aussi de pouvoir intégrer la chaîne de valeur des métiers. Donc d'être promoteur, investisseur, gestionnaire, ensuite exploitant. Donc c'était vraiment toute la chaîne. Après, effectivement, pourquoi on s'est diversifié sur ces métiers en Afrique ? C'est parce que vraiment, il y a un impact. Mais en fait, on n'est pas allé en Afrique à l'origine pour faire du business. À l'origine, on y allait avec ma famille pour faire de l'humanitaire. Et c'est à force, depuis 20 ans, de ce qu'on faisait, qu'on a eu des opportunités. Et au début, on ne voulait pas trop faire de business. Et puis, finalement, on a saisi l'opportunité il y a 5-6 ans. Mais on avait clairement mûri le sujet. C'est ça qui est super intéressant, c'est que vous avez fait justement des voyages humanitaires, vous avez été en contact des populations et vous vous êtes dit juste plutôt que de donner, on va les aider à créer de la valeur en fait pour qu'eux-mêmes ils deviennent indépendants, qu'ils aient leur propre filière et tout. Tu parles en l'occurrence de deux beaux projets qu'on a effectivement. Par exemple, au Cambodge, on a créé une usine de riz. Parce qu'effectivement, à la suite des Khmers rouges, finalement, toutes les productions, entre guillemets, de riz, les cultures de riz, donc c'est le produit de base du riz, c'est du paddy. Et donc le paddy est envoyé directement en Thaïlande, par exemple, et vendu ensuite comme riz thaï. Mais en fait, ça venait du Cambodge parce qu'il n'y avait aucune infrastructure au Cambodge. Et donc, on a été une des premières usines de riz à être construite dans la région de Battambang, qui en plus est une région où le riz, c'est du riz jasmin. Et donc, cette région fait le meilleur riz jasmin du monde. Apparemment, ça a été élu plusieurs années de suite comme meilleur riz jasmin du monde. Et donc, on s'était dit, plutôt que
de faire des trucs un peu one-shot. On va structurer une filière, construire une usine, former les populations, et puis au moins, ça va créer de la valeur ajoutée dans le pays. Donc, on a fait ça. On a d'ailleurs toujours cette usine de riz. Et on a fait la même chose dans un petit pays qui s'appelle Sao Tomé, qui est dans le golfe de Guinée. Et là, on a construit une usine pour faire de l'huile de coco. Voilà. Et donc là, on a une centaine de femmes qui travaillent dans l'usine. Et donc, effectivement, on a 500 familles, finalement, ça se répercute sur 500 familles parce qu'il y a en même temps les cueilleurs de notre coco qui nous apportent les cocos. Voilà. C'est des beaux projets, c'est sympa. C'est super beaux projets. En fait, quand on te connaît un peu, j'ai la chance maintenant je pense, d'arriver quand même à bien te connaître. Ce qui est fou chez toi, c'est que tu es très jeune, tu as une grande maturité, tu es hyper audacieuse, mais tu as quand même ce côté qui reste hyper humble et qui peut sembler assez introverti, en fait. Et de temps en temps, il y a certaines personnes qui peuvent se dire que être introverti ne va pas forcément avec l'audace. Je trouve, justement, tu démontres l'inverse. Quand tu étais petite fille... quelle était ta personnalité, en fait? Est-ce que tu as toujours eu en toi, finalement, cette audace un peu force tranquille, quoi? Voilà, je lâche rien, mais je suis cool, mais j'avance. Petite, finalement, j'étais très timide, mais j'avais quand même un côté très aventurière. J'avais un côté garçon manqué, je me grimpais aux arbres, je me faisais des bleus partout, si bien que même ma mère, devant le pédiatre... lui avait assuré que c'était pas ma mère qui me rouait de coups, mais que c'était vraiment mon côté casse-cou, garçon manqué. Après, j'ai eu la chance d'avoir aussi, je pense, des parents et des grands-parents avec qui on passait pas mal de temps aussi, qui nous ont, à mon frère, moi, mes cousins, donné pas mal de clés pour finalement grandir comme il faut. Et voilà. Donc non, je pense que oui, j'avais ce côté un peu aventurier, un peu casse-cou, mais quand même très timide. Ouais. Et après, je sais pas, c'est un exemple aussi que je donne souvent, c'est que typiquement, moi j'aime bien monter à cheval. Et gamine, on arrivait en Normandie. Première chose que je disais à mes parents, j'aimerais bien monter à cheval. Donc mes parents, très jeunes, m'ont dit, très bien, le téléphone il est là, le numéro de téléphone c'est ça, t'appelles, tu te débrouilles. Et pour moi, passer ce coup de fil, c'était au début, j'étais tremblante. Voilà, à quel point j'étais timide. Mais en fait, c'est en me poussant à faire ce genre de choses qu'après, on devient autonome. Et en plus, tu fais toujours les choses avec conviction, avec engagement. Tu lâches rien. Mais tu es toujours hyper zen et hyper calme. Parce que, donc, comme on l'a dit, Pauline est actionnaire chez Vever et donc fait partie du board de Vever. Et on en parlera tout à l'heure. Moi, je trouve que tu es une excellente board member, justement. Merci. Et c'est vrai que quand tu parles, tout le monde t'écoute et tu parles pas tout le temps, en fait. Juste vraiment quand tu as une vraie valeur ajoutée, tu vas rien lâcher, tu vas vraiment... Et ça, je trouve ça super, super intéressant. Et puis, et c'est ce qu'on attend, en fait, aussi d'un board member. Si tu nous parles un tout petit peu de tes études et du début de ta vie professionnelle. Donc, tu as fait tes études à SAS, c'est ça? Tu as fait un MBA ensuite à l'université à New York. Et puis, tu as commencé à bosser et on t'a proposé un job à New York, promotion immobilière. Mais là, il y a ton papa, il t'a appelé, il t'a dit non, tu vas venir bosser. Tu vas venir bosser chez Duval. Au début, tu n'as pas forcément envie, en fait, d'y aller. C'est quoi? C'est en 2015, c'est ça? En fait, il ne m'a pas donné d'obligation. Il ne m'a pas dit non, tu vas venir bosser avec moi. C'était beaucoup plus sneaky, j'ai envie de dire, que ça. Beaucoup plus intelligent. Parce qu'il savait que malgré tout, si on mettait des obligations, j'aurais dit non. Mmh. Donc c'était plutôt... non, déjà, je pense que ils m'ont éduquée aussi avec beaucoup d'empathie. Donc je pense que j'avais le côté un peu empathique, puisqu'il m'a dit « J'aimerais bien quand même que tu viennes m'aider à développer le groupe. J'ai besoin de toi. » C'était vraiment des mots comme ça, plutôt que « Ah non, je veux que tu rentres. » Donc évidemment, ça m'a beaucoup travaillé et assez vite, finalement, j'ai
j'ai fait le choix de le rejoindre. C'était, contrairement à ce qu'on pourrait penser, finalement presque un choix entrepreneurial, effectivement, de l'aider à développer le groupe. Parce que je l'ai rejoint donc maintenant il y a 13 ans et aujourd'hui c'est presque la moitié de la vie du groupe en fait. Et c'est ça, parce que quand tu rejoins en 2015, ça fait combien de chiffre d'affaires à peu près? Parce que là aujourd'hui c'est environ 1 milliard. En 2012 j'ai rejoint le groupe. 2012. Et ça faisait un peu moins de la moitié. Voilà, 500 millions. Et sachant que le groupe s'est complètement transformé, voilà, parce qu'au début c'était plutôt vraiment très immobilier, promotion immobilière. Et maintenant, on en parlera, c'est vraiment un conglomérat. Alors, il y avait quand même du tourisme, il y avait quand même déjà les golfs. Mais en fait, il y avait 2 groupes distincts. On avait dans un des 2 groupes des actionnaires familiaux, d'ailleurs, extérieurs, qu'on avait fait venir, qui sont restés 10 ans à nos côtés, qui nous ont aidés vraiment à grandir, à nous structurer, à nous financiariser aussi, parce que c'est important pour permettre en fait de croître. Et en fait, après mon entrée dans le groupe, j'ai pas mal restructuré tout ça. C'était un moment donné où c'était le bon moment pour faire sortir ces actionnaires extérieurs et fusionner en fait ces 2 groupes pour que ce soit plus lisible et visible vis-à-vis de l'interne et de l'externe. Et ces actionnaires, c'était les fameux actionnaires belges ou... Ouais. Voilà. Et à l'époque, vous aviez le contrôle ou vous n'aviez pas le contrôle Ils étaient montés jusqu'à 50% du capital d'un de nos groupes, en fait. D'accord. Et donc, à un moment, comment ça s'est passé, en fait, pour reprendre justement le contrôle? Ça s'est bien passé ou Oui, ça a été oui. un peu tendu? Non, ça s'est bien passé. On a réfléchi ensemble à comment est-ce qu'on pouvait faire pour les sortir. Il y avait aussi une opportunité pour nous de céder une de nos activités. Donc, en fait, ça s'est fait aussi grâce à ça, quoi. D'accord. Vous avez cédé une activité avec l'argent que vous avez racheté Voilà. les minoritaires. Donc, il y a eu aussi des échanges de titres. C'était un peu plus complexe que ça, mais... Ouais, je vois. Ouais. Quand tu arrives dans le groupe, tu as quel âge? J'ai 25 ans. Mais j'ai été au conseil d'administration à 20 ans, D'accord. au moment où en fait on a fait rentrer les actionnaires belges au capital. Tu connaissais déjà quand même bien toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir et tout? Oui, alors ça m'a permis de comprendre déjà ne serait-ce que l'organigramme des sociétés qu'on a. Parce que t'as combien d'entités juridiques? Aujourd'hui, on en a 1000. Donc l'organigramme n'est pas très simple. Ah, le directeur juridique du groupe, il est... Ouais, la conso du groupe n'est pas très simple. Mais on sort nos comptes consolidés le 20 février. Ah ouais. Voilà, donc on s'est vraiment structuré. 1000 entités juridiques. Ouais. Puis on a une société cotée. Ouais. Donc voilà, on s'est vraiment structuré, processé pour pouvoir sortir nos comptes à ce moment-là. Et alors justement, donc, tu disais qu'en effet, tu es rentrée au conseil d'administration, donc tu avais 20 ans. Ouais. Ce qui a permis de, en effet, mieux comprendre aussi l'organigramme. Mais quand tu prends un rôle vraiment opérationnel, tu as 25 ans, comment est-ce que tu es perçu en entreprise? Tu disais tout à l'heure, c'est super intéressant. Tu dis, en fait, quand on porte le nom, ben, en fait, faut se faire connaître par son prénom. Et d'ailleurs, c'est vrai. Et en plus, aujourd'hui, tu tapes Pauline Duval, tu t'es fait un vrai prénom, j'ai envie de te dire. Surtout qu'il y a beaucoup de Duval, en fait, quand même, quand tu regardes en France. Mais donc, justement, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives, tu es quand même un peu stressé? Est-ce que tu sens qu'il faut que tu bosses encore plus pour avoir ta légitimité? Est-ce que tu es allé dans plein d'activités différentes, justement, pour vraiment t'imprégner? Comment ça s'est passé? Déjà, j'arrive dans un groupe, dans des métiers que je n'ai pas forcément fait. Je suis toute jeune. Donc, effectivement, il faut arriver déjà avec beaucoup d'humilité pour pouvoir apprendre. J'ai eu la chance d'avoir des personnes dans le groupe qui ont accepté de m'épauler, de m'accompagner, de me coacher, de me former sur la plupart de nos métiers. Donc, métier après métier que j'engrangeais, je pouvais en rajouter. Effectivement, il faut bosser beaucoup pour gagner un peu en légitimité. Mais après, et j'ai eu la chance d'être accompagnée aussi par une coach à un moment donné où je suis devenue directrice générale, c'est
la légitimité, si on ne se sent pas soi-même légitime, dans le regard des autres, on ne sera pas légitime non plus. Donc c'est un travail aussi sur soi, au bout d'un moment. Accepter aussi on ne peut pas être expert en tout. Et ça a été au début un peu dur à accepter, finalement, parce que alors, je ne sais pas si c'est propre aux femmes, mais on a envie d'être un peu bon partout, de comprendre tout et d'être expert en tout, sauf que ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Et donc, il faut l'accepter. Et en fait, ça a été aussi un des conseils de mon père. Ça a toujours été de me dire, de toute façon, c'est mieux de recruter meilleur que soi. Oui, tout à fait. Et donc, à partir du moment où on recrute meilleur que soi dans plein de métiers différents, en fait, on est censé se reposer sur ces experts-là. Bien sûr. Donc voilà, avoir l'humilité de se dire, il n'y a que des gens meilleurs que moi autour de moi, et j'apprends d'eux. C'est Steve Jobs qui disait, moi, je recrute les gens pour qu'ils me disent ce que je dois faire et pas l'inverse. Mais en revanche, le vrai sujet, c'est le recrutement. Ouais. Faut pas se planter, entre guillemets, au niveau du recrutement. Ouais, il faut avoir de l'intuition. Il faut avoir de l'intuition et voilà. Et donc, toi, Pauline, tu as impulsé quand même beaucoup de projets. Il y a eu de très belles évolutions également au sein du groupe Duval depuis ton arrivée. Est-ce que, donc depuis longtemps en tout cas, est-ce que tu peux un peu nous dire les principales, on va dire, impulsions que tu as mis en place au sein du groupe? Alors les impulsions, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est finalement lancer un peu l'innovation au sein du groupe. On va dire structurer la RSE, ce qui ne s'appelait pas la RSE en fait quand je suis rentrée dans le groupe. Parce que finalement, on est un groupe familial, donc ça fait partie de notre ADN de penser au long terme. Mais c'était important de poser les bases, les jalons en fait de ça. Donc moi, très vite, j'avais presque envie d'être très bonne élève et de reprendre un peu mes cours de MBA et d'Assas, de se dire, OK, c'est quoi ma vision dans l'entreprise, c'est quoi ma mission? Et donc, en fait, c'est ce sur quoi j'ai travaillé très tôt en devenant, juste avant de devenir directrice générale. Et donc, il y a 3 valeurs qui, finalement, se sont distinguées, mais je l'ai fait en co-travaillant avec tous nos collaborateurs. Donc, c'était l'agilité, la créativité et l'exigence. Donc, finalement, c'est des valeurs qui sont restées depuis qu'on les avait inscrites. L'agilité, parce qu'on se veut d'être toujours agile, et même si on devient un grand groupe, même si on grossit, il faut pouvoir être assez malléable et se remettre en question et aller vite. La créativité, parce que c'est pas forcément d'être créatif dans le sens que innovation, par exemple, mais je pense que ne serait-ce que dans un contrat même de VFA en promotion immobilière ou dans n'importe quel contrat, on peut être créatif. Et puis après, l'exigence, c'est aussi cette famille belge qui nous a beaucoup apporté et qui nous permet de sortir nos comptes le 20 février. C'est de la bonne rigueur financière. Donc ça, c'était important. Ensuite, ce qui en est très, très vite découlé aussi, c'était de pouvoir, en fait, grâce aussi à l'entreprise à mission qui a été créée en France, de pouvoir avoir sa raison d'être. Donc ça, on s'est très vite inscrit dedans. Donc on a une raison d'être depuis 2020. Et ça a été aussi, je dirais, une grande fierté de pouvoir finalement intégrer tous nos métiers, parce qu'on n'a pas loin d'une vingtaine de métiers, et toutes nos filiales dans cette raison d'être. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, quand je réfléchissais à ces sujets, il y avait pas mal de gens qui me disaient « Non, mais prends ta plus petite filiale et crée la raison d'être pour elle, tu verras, au moins, tu auras fait un test. » Mais je trouvais ça un peu aberrant parce que j'ai pas envie de prendre la plus petite filiale, j'ai envie de porter le truc. J'ai envie que mon nom de famille porte le truc et que ça englobe tout le monde. Donc c'est vrai que c'était pas simple d'écrire une raison d'être qui puisse embarquer en fait toutes les équipes et toutes les filiales, mais c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc voilà, c'est ce sujet-là finalement que j'ai porté. Mais juste pour expliquer aux auditeurs qui connaissent peut-être pas forcément la notion de raison d'être, c'est-à-dire que quand on souhaite avoir la qualité d'entreprise à mission, c'est un énorme travail. On va devoir modifier nos statuts et il faut porter une raison d'être, donc une sorte de mission. Donc tu vas nous expliquer justement ta
ta raison d'être. Et ensuite, en fait, cette raison d'être, elle est déclinée en fonction d'objectifs qui sont justement dans les statuts. Donc, il peut y avoir plusieurs objectifs. Donc, il y en a chez Duval. Et pour chaque objectif, il y a ce qu'on appelle des KPIs, en tout cas des ratios chiffrés qui sont suivis, et notamment dans le cadre de comités de mission qui se réunissent trimestriellement. Donc, le fait de devenir entreprise à mission, c'est un très, très gros boulot, notamment pour Duval, qui est un très gros groupe, donc avec 1000 entités juridiques. Et en effet, tu prenais l'exemple de quelqu'un qui t'avait dit de le faire sur une petite filiale, parce que sur une petite filiale, entre guillemets, c'est plus facile. Mais toi, comme c'est quelque chose qui te porte vraiment à cœur, tu voulais que ce soit tout le groupe, et tu avais vraiment cette vision un peu top-down, quoi. Ouais, et donc, justement, ça ne peut pas être que top-down. Il faut embarquer les équipes. Bien sûr. Et finalement, c'est assez bien fait, ce sujet d'entreprise à mission, parce qu'effectivement, on a une raison d'être qui est maintenant gravée dans le marbre dans nos statuts, avec des objectifs statutaires, donc nous qui sont liés au territoire et à l'entrepreneuriat. Et dans ces deux objectifs statutaires, alors on peut en avoir plus que deux évidemment, après il y a des objectifs chiffrés, et c'est ces objectifs-là que le comité de mission regarde. Donc chaque année, on doit vérifier que l'entreprise a les bons KPIs, qu'elle suit bien les KPIs qu'elle avait décidés. Et donc, ça, c'est un travail finalement qu'on a fait aussi avec les équipes, de définir ensemble, avec chacune de nos filiales, quels sont les KPIs qu'en fait, on peut remonter et qui sont intéressants de regarder. Après, à nous aussi, ensemble avec eux, de définir quels objectifs on se met sur le temps long, en fait, pour pouvoir être en permanence en quête d'amélioration et de s'améliorer toujours. Donc, en fait, c'est ça qui est sympa, c'est de pouvoir finalement co-construire ces objectifs avec les équipes pour embarquer tout le monde. Parce que si c'est que top-down, ça ne marche pas. Ouais, c'est clair. Donc maintenant, on va reparler de ta casquette business, en effet, business angel. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs et qui essayent de lever de l'argent, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, les 3 critères, genre, qui sont vraiment hyper importants quand tu regardes un dossier? Alors déjà, il y a l'humain qui est très important. La confiance, il faut qu'il y ait quand même aussi un fit avec le porteur de projet. Après, je dirais qu'il y a le sens que ça peut donner, enfin le sens du projet, l'impact que le projet peut avoir. Et puis ensuite, je pense que c'est tout simplement, il faut que je puisse comprendre finalement aussi le business model, le projet et voir comment est-ce qu'on peut le porter sur le long terme, quoi. Et vous recevez à peu près combien de dossiers par an? Claudia. On a reçu des centaines. Une centaine de dossiers. Là, vous en recevez mieux. Et quand tu recevais genre une centaine de dossiers, tu investissais dans combien? Vous investissiez à peu près dans combien? Les grandes années, on a pu faire une dizaine d'investissements. Ouais. Plus les réinvestes aussi, parce qu'on a une vision. Oui, il y a des réinvestissements. Je répète parce que comme tout le monde n'entend pas. Mais oui, et puis c'est vrai qu'il y a eu pas mal, je pense, de refinancement, de bridge, de nouveaux tours de table et tout. Donc aujourd'hui, combien de participations actives t'as dit? 25. 25. T'es board member dans 12 de tes startups, sans compter en effet tout le groupe Duval et puis toutes les autres obligations que tu as également à côté. Alors, bon, c'est quoi pour toi être un bon board member? Tu dois avoir une bonne expérience maintenant quand même. En tout cas, tu as la vision de toutes les... En tout cas, merci pour tes gentils mots parce que ça me touche. Je le pense sincèrement. Mais je pense que déjà, c'est important d'être bienveillant envers le fondateur aussi de l'entreprise, comprendre en fait les enjeux. C'est important d'avoir des board members aussi extérieurs qui sachent prendre, je pense, assez de recul pour sortir de l'émotionnel, parce que parfois
quand on est porteur d'un projet ou dans une entreprise familiale, je suis bien placée pour le savoir, il peut y avoir quand même un peu trop d'émotionnel. Donc rendre les débats plus cliniques, je dirais. Et justement là-dessus, parce que je trouve que là-dessus, tu es vraiment hyper forte. Moi, je me suis améliorée là-dessus, mais c'est vrai que moi, il y avait un côté où de temps en temps, c'était trop personnel, il y avait trop d'émotions. Et moi, j'ai toujours trouvé que tu parvenais vraiment à prendre beaucoup de recul. Et toi-même, tu me le disais, tu vois, même par rapport au groupe Duval, etc., tu sais, voilà, il faut savoir prendre du recul et tout. Est-ce que tu y arrives vraiment? Tu arrives vraiment à différencier c'est quoi ton truc? Et est-ce que tu t'es améliorée là-dessus ou tu as toujours été comme ça? Non. J'ai fait un gros travail dessus. Ouais. Parce qu'effectivement, sinon, ça me bouffait de l'intérieur. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant, j'ai un peu une muraille de Chine quoi, entre la Pauline hors du groupe avec ma famille. Et dès que je passe la barrière dans le groupe, là, en revanche, c'est hyper clinique, plus d'émotionnel. Il y a des gens, la dernière fois, qui me demandaient, alors, avec ton frère, ça se passe bien pour prendre les décisions et tout. Je dis, ouais, en fait, toutes nos décisions stratégiques, franchement, on est toujours hyper alignés en plus. Là où ça va mettre le plus de temps, c'est par exemple de définir la couleur du rapport financier 2025, le 24, là, qu'on a sorti. Là, c'était là le plus d'aller-retour, WhatsApp, mail, etc. Donc, au bout d'un moment, on dit, prends la couleur que tu veux. Voilà, donc en fait, c'est quand même dingue parce qu'on est toujours alignés sur la stratégie, sur l'humain, sur qu'est-ce qu'on veut faire d'une entreprise. Voilà. Et en revanche, la couleur du rapport financier, ça fait 10 mails. Et justement, alors, là, il y a eu un article là, dernièrement là, dans Challenge, un très bel article sur vous, sur la famille, et sur la transmission, où justement ton père officiellement faisait part de la transmission de la société auprès de toi et également de ton frère. Alors, la première question, vous êtes tous les deux directeurs généraux. Comment est-ce que vous vous répartissez? J'imagine que ce sont des périmètres un petit peu d'activité. Et comment se passe également la gouvernance familiale? Est-ce que tu as des administrateurs externes qui sont quand même là pour justement vous apporter un petit peu ce recul? Alors, aujourd'hui, c'est surtout le COMEX qui régit le groupe Duval, qui le gouverne. Et donc, dans le COMEX, on est 7. Très financier d'ailleurs. Et ensuite, 2 par 2, en fait, en duo, à chaque fois, on suit les filiales. Et ça, c'est un de mes réseaux, d'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard, YPO, qui m'a beaucoup aidé sur le sujet pour structurer ça. Moi, j'aime bien travailler en duo à chaque fois, parce que souvent, quand on est seul face à soi-même sur une problématique, on va tergiverser, tourner en rond, on ne va pas forcément trouver la solution. Alors que quand on est deux, parfois, ne serait-ce que de formuler la problématique à la personne en face, donc de prendre le temps de l'expliquer, rien que de faire ça, parfois, on va trouver la solution. Ouais. Et donc, en fait, à nous 7, on se répartit les filiales en duo. Et chacune des filiales, on a toujours des patrons qui sont toujours avec un DG adjoint. Pareil, pour cette même problématique. Mais après, c'est pareil pour tous nos services support. Et donc, en fait, à nous 7, on se répartit les filiales et les services support. Et en fait, ça se passe très bien comme ça. Donc, c'est vrai que tu es quelqu'un de super humble et tu crois beaucoup en la force collective. Ouais. Donc, tu parlais justement de YPO tout à l'heure, il y a un instant, pardon. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. C'est, est-ce que toi, également, tu vas mentorer ou sponsoriser, qui est encore un peu différent des jeunes femmes on va parler de femmes parce que voilà, on est des femmes et je sais que tu es très engagée sur le sujet de l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que justement tu vas les sponsoriser, etc. Voilà. Et parle-nous un peu de YPO et du rôle que ça a eu pour toi. Ça t'a vachement aidé. Ça a été une sorte de coach en fait, quelque part. Carrément. C'est ça. En fait, YPO, donc, c'est un réseau mondial de dirigeants. Donc on est 36 000 dans le monde. Et donc, en France, on est... Et les conditions pour être donc, YPO. pour rentrer au YPO, il faut être dirigeant numéro 1 de sa structure. Il faut que la structure fasse plus de 15 millions de chiffre d'affaires avec 50 salariés.
Et normalement, pour rentrer dans YPO, il faut avoir moins de 45 ans. Parce que le Y de YPO, c'est Young. Donc après, en revanche, passé 45 ans, on ne vous met pas à la porte, vous restez encore dans YPO, mais pour y rentrer, il faut y rentrer avant 45 ans. Et donc ça fonctionne par chapitre. En France, on a un chapitre avec 200 personnes. Et dans ce chapitre-là, et dans les chapitres du monde entier, il y a ce qu'on appelle des forums. Donc ça, c'est des groupes de 8 à 10 personnes. Et on se retrouve tous les mois pour pouvoir échanger justement sur nos problématiques, tant personnelles que professionnelles, et de pouvoir échanger entre pairs. Et donc, ça permet, en fait, le principe, c'est de pouvoir partager nos expériences pour être de meilleurs leaders ou devenir de meilleurs leaders. Donc, être toujours en quête d'amélioration continue. Ouais, super. Donc, on se fait former. On a aussi des grands partenariats avec des très belles universités comme Harvard, Stanford, INSEAD. Et donc, on a des formations dédiées à des YPO sur plein de secteurs. Donc, pour aller au YPO, donc, il y a un certain nombre de critères, on va dire, mécaniques, mais il faut quand même être assez humble aussi, non ? Il faut être prêt à avoir une certaine introspection, écouter les autres, échanger. Il faut être bienveillant. Être capable d'être en écoute active. Et il y a la confidentialité, évidemment, qui règne. Et puis, être capable d'être vulnérable, de se rendre vulnérable en petit comité pour pouvoir justement apprendre encore plus de tes problématiques et échanger plus profondément, je dirais, avec tes pairs. Super intéressant. Donc, effectivement, moi, ça m'a fait vachement grandir parce que quand je suis rentrée dans le groupe, donc j'avais 25 ans, je suis devenue DG à 29, juste avant 30 ans. J'adore mon père, je peux parler de plein de choses avec lui, mais forcément, il y a des sujets, c'était moins facile d'échanger avec lui sur des réflexions que je pouvais avoir. Et donc, effectivement, j'ai eu beaucoup d'écoute et de bienveillance auprès d'autres membres YPO avec qui j'ai pu échanger sur mes questions. Et donc, ce rôle-là, tu l'as aussi également auprès d'autres femmes Alors, je pousse beaucoup les femmes à rejoindre ce réseau. Parce que malheureusement, alors je suis quand même assez fière parce qu'en France, on a 26% de femmes dans YPO. J'ai beaucoup œuvré pour ça. Mais le pourcentage mondial est quoi si tu regardes... Ah oui, d'accord. Okay. Donc on a le double. En fait, les femmes, généralement, quand tu leur parles de ce genre de réseau, elles vont te dire « j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent ». Alors que généralement, les hommes, ils se posent pas la question, ils envoient la note de frais voilà, c'est la boîte qui prend en charge, évidemment. Surtout que c'est un organisme de formation aussi. Donc, et donc, généralement, elles ne voient pas tout de suite la valeur que le réseau peut leur apporter, et ne serait-ce que même pour elles d'être en formation, entre guillemets, permanente, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Et donc, je pousse généralement les femmes à rejoindre le réseau. Et j'ai rejoint aussi au niveau mondial dans YPO un comité justement pour pousser les femmes à rentrer. Et on a encore 1 an où les femmes peuvent rentrer jusqu'à 54 ans. Ah, cool. Voilà. Mais on a encore 1 an jusqu'au 1er juillet, quoi. Super. Alors, Pauline... Donc, tu es DG, tu es business angel, voilà. Et en plus, tu es autrice. Tu as écrit un livre qui était vraiment passionnant que j'ai lu, qui s'appelle Transmission, l'entrepreneuriat nouvelle génération. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de ce livre ? D'où ça t'est venu, en fait, d'écrire ce livre ? Et puis ensuite, après, on va parler de transmission au niveau du groupe Duval. Ok, alors j'ai écrit ce livre en fait quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, et j'avoue qu'à ce moment-là, la transmission, j'étais obnubilée par la transmission. Il y a quand même plein d'histoires un peu saugrenues sur la transmission d'entreprise ou autre, et donc j'avais envie de creuser ce sujet. Et en plus de ça, enceinte de mon premier enfant, j'ai mon grand-père en même temps qui est décédé, qui était vraiment une très belle figure
chez nous et qui a fait évidemment la guerre, qui a été entrepreneur. Et donc voilà, il y avait tout ça qui se mélangeait chez moi. Et donc j'avais besoin de travailler ces sujets-là. Mais en fait, c'est presque un travail que j'ai fait pour moi aussi. Donc j'avais fait en sorte d'interviewer aussi pas mal de boîtes familiales pour savoir comment ça se passait chez eux. J'avais envie de comprendre, un peu prendre les best practices de tout le monde pour pouvoir un peu les retransmettre à d'autres. Et donc voilà, j'ai essayé de puiser et de prendre les bonnes idées, enfin en tout cas que je trouvais pertinentes, et de les mettre dans un livre. Après, ce que je voulais aussi faire, c'est pouvoir dire que finalement dans la société un peu égoïste dans laquelle on peut vivre, c'est de pouvoir dire aussi que finalement la transmission, c'est pas que la transmission d'entreprise, c'est que finalement tout le monde peut transmettre. Et tu vois, t'es jeune entrepreneur aussi, ne serait-ce qu'un contact, un numéro de téléphone, c'est hyper important qu'on te transmette ça. Donc voilà. Et puis j'avais aussi envie de parler des beaux savoir-faire qu'on peut avoir en France. Donc finalement, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu parlais pas que de transmission familiale, tu parles des différents types de transmission. Voilà, il y a des artisanats qui peuvent se perdre. Si quelqu'un se réveille à 80 ans pour pouvoir transmettre son savoir-faire, c'est trop tard. Donc voilà, j'avais envie de dire que déjà, tout le monde peut transmettre, et deux, généralement, la transmission, c'est mieux si ça se pense en amont. Et justement, au niveau du groupe Duval, donc aujourd'hui, il y a au niveau de la famille, donc il y a 2 directeurs généraux, toi et ton frère, mais à un moment, va bien falloir qu'il y ait un CEO. Est-ce que vous en avez déjà parlé ou pas encore? C'est quelque chose qui va se faire un peu naturellement. Je prends juste le parallèle avec les Tétinger. J'ai reçu il n'y a pas longtemps sur le podcast avec Vitalité Tétinger. Et c'était assez amusant parce qu'elle nous a expliqué qu'en fait, au début, quand elle est rentrée dans l'entreprise, son père avait plutôt en tête que ça allait être son frère Clovis qui allait prendre la direction, en tout cas la présidence de la maison. Puis au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé et tout. Mais en tout cas, ils commençaient à en parler et puis ils ont un peu travaillé. Et tout s'est fait en fait de façon assez naturelle, hyper... même son frère, en fait, finalement... ça lui a semblé assez naturel que ce soit elle qui reprenne, mais ça a été fait dans la bienveillance, dans la discussion, sur le temps long et tout. Et donc, vous, est-ce que vous en parlez aussi un peu? Comment ça se passe? Oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon père est encore président. Après, donc pour l'instant, on reste tous les 2 directeurs généraux. Dans mon livre, j'avais parlé justement d'une famille où justement, il faisait une présidence tournante qui durait 3 ans. Ouais. Je trouvais ça assez intéressant parce que c'était 3 frères. Pourquoi pas demain, mais en fait, pourquoi pas aussi... en fait, la question ne se pose pas aujourd'hui. Si elle se posait demain, peut-être que je réfléchirais différemment parce que moi, pourquoi parfois certaines transmissions aussi peuvent peut-être mal se passer, c'est que on met aussi quand même beaucoup de pression finalement aux nouvelles générations. Il faut surperformer, il faut maintenir la croissance, il y a quand même plein de il faut. Et en fait, demain, moi, si j'ai plus envie d'avoir cette pression et si je trouve quelqu'un de meilleur que moi pour le faire, eh ben pourquoi pas. Et en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, entre guillemets, je kiffe et je me lève tous les matins avec le smile pour aller au bureau? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis heureuse de faire ce que je fais. Mais ça se trouve, demain, je serai moins heureuse. Donc, je veux pas m'obliger à me dire je serai présidente ou mon frère sera président. Faut que, voilà, on verra l'année prochaine, on verra dans 2 ans, on verra dans 10 ans, je sais pas. Oui, et puis je pense que c'est hyper sain parce que le sujet de la transmission, de temps en temps, ça peut vraiment être... ça peut être une grosse pression. Il faut pas que ça soit subi. Il faut qu'il y ait... C'est ce que tu dis, il faut qu'il y ait toujours cette envie, cette passion, le fait de se réveiller tous les matins et tout. Et la problématique dans certaines boîtes familiales, c'est que ça devient un poids, en fait. Exactement. C'est un peu ce qui s'est passé avec nous, et avec mon grand-père qui voulait être pilote de ligne et qui voulait pas être joaillier. Il a fallu, ça a fermé, et puis il a fallu que Damien et moi, on décide de réveiller
Et c'était la passion qui nous animait, quoi. Bah, complètement. Et ça, tes enfants, ils sont encore tout petits. Hein. Oui, ils ont 2 et 4 ans. Mais ils réalisent quand même que c'est l'entreprise de maman, de Je leur sais pas. grand-père, de leur oncle. Alors, ils savent que je travaille avec mon père et mon frère. Ouais. Mais je ne sais pas s'ils réalisent vraiment que c'est l'entreprise familiale encore. En revanche, j'essaye déjà de leur apprendre les valeurs du travail. Quand ma fille, à la fin du livre musical, me montre tous les autres livres qu'elle voudrait avoir, hein, je lui explique que soit il y a le Père Noël, là c'est magique, sinon va falloir travailler. Voilà. Donc, La valeur travail. Donc on a parlé de ton... En tout cas, que tu étais quelqu'un d'extrêmement engagé. On va parler de ton engagement justement féministe. Je sais que tu soutiens les quotas. On en parle beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut soutenir? Est-ce qu'il ne faut pas soutenir? Voilà. Donc, il y a Copé-Zimmermann. Et puis, il y a également, bien évidemment, la loi Rixin. Est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, ce que tu penses des quotas? Bon, même si je connais la réponse, mais les auditeurs ne connaissent pas la réponse. Est-ce que tu mets en place concrètement, que ce soit au niveau du groupe Duval ou même à l'extérieur, voilà, dans le cadre de tes différentes obligations? Qu'est-ce que tu portes comme message? J'aime bien, moi, le slogan de Sista qui dit il faut malheureusement compter pour que les femmes comptent. Finalement, on se rend compte que sans quotas, on n'arriverait pas à ces niveaux-là dans les conseils d'administration. Donc, on a fait quand même un grand pas, mais on n'est pas encore à égalité, je dirais. Donc, il faut continuer et pas lâcher. Nous, dans le groupe, alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un fondateur quand même qui était déjà très entouré de femmes. On a aujourd'hui 53% de femmes sur les secteurs en plus de l'immobilier. Et on a plein de femmes à des postes de direction ou à responsabilité. Donc là-dessus, nous, on est plutôt bien, même s'il ne faut jamais relâcher. Donc non, moi, je pense que oui, c'est très important de maintenir, en tout cas, les quotas et cette énergie qu'on a mis en place. On le voit bien aujourd'hui, il y a 3 ou 4 femmes patronnes du CAC 40, alors que les femmes patronnes, c'est quoi, 17%? Ouais. Voilà. Et puis, quand tu regardes justement les chiffres Copé-Zimmermann, donc en effet, aujourd'hui, heureusement, ça a appliqué et tout. Donc, on regarde, on est 45% de femmes dans les boards. Mais si tu regardes les présidentes des conseils d'administration, je crois que c'est 3 ou 4%. Donc, en effet, ça pose vraiment des généralement, questions. on ne les met pas présidentes du comité d'audit non plus. Non. On est d'accord. Comment est-ce que toi, justement, vis-à-vis des femmes qui ont ce fameux syndrome de l'imposteur, où il y a un peu ce plafond de verre, etc., qu'est-ce que tu leur dis, toi? Est-ce que tu les conseilles? Tu dis, il faut oser. Qu'il n'y a que les imposteurs qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur. Ah, c'est vrai, ça. Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est un homme qui me l'a dit. Ouais. Non, mais c'est vrai. Tu as fait raison. Alors, Pauline, donc on a vu, tu fais 1 milliard de trucs, mais tu es également maman de 2 jeunes enfants. 4 et 2 ans, quand même. Donc là, c'est vraiment des jeunes enfants. Comment tu arrives à gérer l'équilibre vie pro, vie perso? Et est-ce que tu arrives vraiment à couper? Tu nous l'as dit tout à l'heure, mais est-ce que tu t'instaures, genre, des règles? Tu vois, quand tu es en vacances avec tes enfants, tu te dis, allez, je regarde pas mon téléphone, je fais pas mon truc, je réponds pas au WhatsApp, je regarde pas les mails. Est-ce que tu as des petits... Voilà, qu'est-ce que... Alors, donne-moi des conseils là-dessus, parce que je suis très mauvaise. J'ai, depuis le début, en fait, j'ai 2 téléphones. Ah. J'ai un téléphone pro et un téléphone perso. Et j'avoue que, par exemple, le soir, quand je vais me coucher, le téléphone pro reste dans la cuisine à charger. Et d'ailleurs, c'était un membre de mon COMEX qui m'avait donné le conseil à l'époque, parce qu'il y avait des nuits où je dormais plus, en fait. Et il me dit, mais tu lis tes mails avant de dormir? Oui. Eh ben non, faut pas le faire. Donc déjà, un conseil, ne jamais lire ses mails avant de dormir. Parce qu'il suffit qu'on tombe sur un mail qui nous énerve un petit peu, et là, finito. Hyper bien. Donc toi, tu as mis ça en place, c'est vrai. Ouais. Et donc, il y a des moments, effectivement,
Ou si je vais sur le marché en Normandie avec mes enfants, je vais prendre que mon téléphone perso. En revanche, je vais rentrer à la maison, oui, je vais regarder un peu ce qui s'est passé. Ah, mais c'est bien. Ouais, c'est pas mal du tout, ça. Ouais. Et après, tu te fais aider. T'as une nounou. Alors, un j'ai nounou, déjà, je sais pas, j'ai déjà un mari qui qui est t'aide très, beaucoup, très engagé. qui est dans l'immobilier aussi. Ouais, j'ai une super nanny extraordinaire. Et puis, j'ai la chance, contrairement à d'autres personnes, d'avoir aussi mes parents et mes beaux-parents qui sont dans la même ville ou pas loin. Donc c'est vrai que ça aide. Moi, j'ai quand même des copines où souvent leurs parents sont en province. Ouais, bien sûr. C'est moins facile. Et est-ce que le fait d'être maman, ça a aussi changé ta façon de diriger ou pas? Non, je crois pas. Je crois pas. En revanche, je coupe plus vite. Ouais. Parce que je rentre chez moi, depuis que j'ai des enfants, c'est sûr que quand on voit le sourire de son Ouais, enfant c'est quand clair. on rentre à la maison, C'est chou. on passe à Bien autre sûr. chose. Bien sûr. Merci Pauline. Alors nous allons terminer par le fameux dictionnaire de l'audace. Attention. Alors, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'audace? TEP. TEP. Je n'avais jamais parlé de TEP. Tout est possible. En fait, quand j'ai... Ah, c'est pas mal ça. Ouais, juste avant de devenir DG, on avait, je te le disais tout à l'heure, on avait 2 groupes distincts. Et donc, j'avais, pour fusionner les 2 groupes, j'avais créé un comité que j'avais appelé le comité TEP, avec quelques-uns de mes collaborateurs, dont par exemple des directeurs juridiques. Et évidemment, j'ai rien contre les directeurs juridiques, mais souvent, le juriste va dire « Ah non, ça, c'est pas possible, etc. » Donc en fait, j'avais banni cette phrase. Donc en fait, j'avais appelé TEP pour qu'on puisse pas dire dans cette salle « Ah non, ça, c'est pas possible. » Ah, j'adore, je trouve ça génial. Ça, c'est vraiment un truc d'entrepreneur, tu sais. Et surtout avec les avocats. Souvent, les avocats, franchement, je suis désolée pour les avocats et des avocats super sévères, mais quand même, ouais, de temps en temps, ils essaient de justifier leur fils en inventant des problèmes, alors qu'en fait, il y a toujours une solution. Toujours. Oui, d'accord. Ils adorent TEP. Si l'audace était un mot, bah, donc c'est TEP alors. Si Non, c'est l'audace- pas un mot là. Je Non. dirais oser. Oser, oui, c'est vrai. Si l'audace était un lieu. La tour de Babel. Ah, yes. Si l'audace était une histoire familiale. Eh ben, je peux pas m'empêcher de parler de Weber. Ah. C'est quand même extraordinaire. Vous êtes quoi, la 7e génération? 7e génération. Ouais. De faire revivre 200 ans après la Ouais. création Ouais. une histoire comme ça, je trouve ça magique. Ouais, c'est vrai. Souvent, on dit qu'on est une start-up de 200 ans. Mais c'est grâce à toi, Pauline. Hein. C'est, voilà. Et Ouais, aux autres actionnaires qui nous ont suivis. Et si l'audace était une femme, Pauline? Et bah, presque toutes les femmes, j'ai envie de dire. Parce que l'audace d'être maman, l'audace d'être sœur, l'audace d'être fille de, l'audace d'être entrepreneur. Donc, voilà. Merci, Pauline. Je crois Merci. qu'on peut applaudir avant de passer aux questions. Alors, est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui souhaitent poser une question à Pauline? Victoire, le micro. Eliane. Alors, attends, on va te donner le micro. Tout d'abord, merci infiniment pour la sincérité et l'humilité de vos propos et votre réussite exemplaire. C'est évidemment extrêmement inspirant. Alors, vous nous avez parlé de la raison d'être, comment trouver le plus petit commun multiple malgré des activités très différentes. Vous ne l'avez pas cité, est-ce que vous pouvez nous la donner ? Groupe familial engagé, nous mobilisons chaque jour nos expertises humaines pour bâtir des aventures entrepreneuriales durables et créer de la valeur au service du mieux vivre et de la vitalité des territoires. Bravo. Très bien. Bravo.
Et donc, vous avez décliné à partir de ce chapeau des KPIs, dont on parlait tout à l'heure, dans chacune de vos activités. Non, en fait, on a donc 2 objectifs statutaires relatifs à la durabilité dans les territoires et à l'entrepreneuriat. Et dans ces 2 objectifs statutaires, on a des sous-objectifs opérationnels, dits opérationnels. Et dedans, il y a plein de KPIs. Ouais. Et alors là, je ne vais pas vous les citer, je crois que j'en ai au moins une trentaine. Il y en a beaucoup. Ah, mais c'est des KPIs qui ont été pensés avec les équipes et c'est ça qui est super intéressant en fait. Et pensés avec le comité de mission aussi, que j'ai voulu que le comité de mission nous aide à valider et à nous challenger d'ailleurs sur ces KPIs. Peut-être J'aime bien être challengée. Je peux abuser du micro. Ah, vas-y, bien sûr. Ma question en tant que chef d'entreprise, avec la responsabilité de 1000 salariés, compte tenu du contexte qu'on vit aujourd'hui, avec des défis extrêmement majeurs, alors environnementaux, mais aussi sociaux, sociétaux, dans un monde où la visibilité elle est très, très réduite. Comment vous voyez le rôle de l'entreprise? Enfin, le groupe Duval est un bel exemple d'entreprise citoyenne avec vos engagements, comme vous les citiez en Afrique, et puis toujours la recherche du côté humain et sociétal. On aimerait que toutes les entreprises et les mêmes ambitions. Comment gérez-vous le court terme et le long terme? Comment arrivez-vous à concilier les impératifs de résultats, de cash flow, enfin tout ce qui fait qu'une entreprise peut vivre et en ayant toujours le cap sur du moyen ou du long terme? Alors déjà, on a la chance d'avoir 90% de nos revenus qui soient récurrents. Grosso modo, les revenus non récurrents chez nous, c'est la promotion immobilière. Donc finalement, d'une année à une autre, on sait à peu près ce qu'on va faire. Et tous nos budgets, depuis presque toujours, on les tient. Donc on parlait d'exigence et de rigueur. C'est vraiment, on ne veut pas déroger à la règle. Donc évidemment, les années Covid, par exemple, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, ce sont des années un peu spéciales. Mais sinon, on a toujours tenu nos budgets. Il faut savoir qu'on travaille vraiment beaucoup au niveau du commerce avec chacune des filiales pour travailler le budget d'abord et ensuite des BP sur plusieurs années pour pouvoir aussi travailler la stratégie. Et en fait, on se remet tout le temps en question sur tous nos métiers. Donc voilà, j'espère que j'ai un peu répondu à votre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Petite question pour la fin. Moi, je voulais essayer de comprendre dans votre job, du coup, de président du groupe, c'est quoi le plus difficile? C'est quoi votre plus gros challenge? Ça dépend le lundi, mardi ou... Alors, la journée idéale. Mon plus gros challenge... je pense que finalement... c'est de pouvoir embarquer les équipes. C'est qu'on soit toujours suivi par nos équipes. Finalement, si on n'est pas suivi par nos équipes, c'est peut-être essayer de réfléchir à se remettre en question s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est un peu... Ouais, je pense que c'est ça le challenge. Alors peut-être parce qu'on est un groupe familial et qu'on a un côté très humain. Mais ouais, si je ne suis pas suivie de mes équipes, je peux me remettre en question sur un projet, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. C'était passionnant. Voilà. Je crois qu'on peut t'applaudir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des Voix de l'audace. J'espère qu'il vous donnera à votre tour l'envie d'être audacieux, d'oser
et de bousculer les codes. Vous pouvez retrouver cet épisode en vidéo sur YouTube et je compte sur vous pour liker, télécharger, vous abonner et parler des voix de l'audace autour de vous.